un podcast Orso Média. J'ai toujours été une grande lectrice. Puis un jour, je vois sur le site de la fac de Toulouse qu'il y a un cursus d'édition. Et je me dis, mais en fait, c'est génial. Moi qui ai toujours aimé lire, je vais pouvoir arrêter de manger des livres et les fabriquer. Je me lance en auto-entreprise et je me dis, je vais me lancer sur les réseaux. Au bout de 3 mois, j'ai un reel qui perce, entre guillemets. Je prends plein d'abonnés et j'arrive à en vivre. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Escudé, qui est une jeune éditrice de livres. Elle va nous expliquer tout ça et qui cartonne sur TikTok. Salut Marion. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Alors cet épisode s'est organisé un peu à l'arrache, comme on dit, parce que on t'a contacté. Il se trouve que tu ne vis pas à Paris, tu vis à Toulouse. Exactement. Et que tu montais, comme on dit, sur Paris pendant 2 jours pour un événement TikTok d'ailleurs. Tu pourras peut-être nous en parler un peu après. Et donc on s'est dit, ok, go, on trouve un créneau rapidement pour enregistrer. Donc je suis vraiment content qu'on ait trouvé ce créneau en last minute. Pareil. Bon. Marion, tu nous racontes un peu ton parcours. Quel âge tu as, Marion, déjà ? Moi, j'ai 28 ans. Ok, 28 ans. Donc, raconte-nous un peu. C'était quoi tes études et comment t'en es venue à l'édition, finalement ? Mes études étaient à l'origine toutes tracées. J'ai fait un bac S parce que en 2012, quand on était bon élève, il fallait faire S. T'es bon élève ? Ouais, j'étais bonne élève. Très bonne élève ? Très bonne élève, mais je détestais les maths. Donc en S, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, donc tu dis, je déteste les maths. Je vais faire S. Voilà. Mes parents un petit peu aussi. Et après, j'ai fait 2 ans de classe prépa littéraire, donc Hippocagne puis Cagne. Je bossais énormément en prépa. J'étais la tête dans les livres. Je bossais vraiment beaucoup et je mangeais énormément de livres, quoi. À tel point que excuse-moi, je te coupe, mais ouais. pour tes études, pour Hippocagne ou aussi par plaisir, tu lisais d'autres choses qui n'étaient pas forcément en rapport avec ton cursus en prépa ? Non, j'ai toujours été une grande lectrice. Après, mes parents ont fait classe prépa littéraire aussi. Ma grande sœur a fait classe prépa littéraire. Bon, j'ai pas eu vraiment. C'est pas courant un bac scientifique suivi d'Hippocagne ? C'est vrai. J'étais censée être forte en maths et quand je suis arrivée à Pharma à Toulouse en lycée, ça s'est révélé un peu moins vrai. Le gap entre collège et lycée, c'est parfois compliqué. Mais bac S, je me disais comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux après. Et puis Hippocagne-Cagne. Et là, j'ai énormément bossé et comme je disais, je mangeais des livres. Ouais. À tel point que j'ai fini à l'hôpital puisque je mangeais énormément de livres, mais j'oubliais de manger tout court. D'accord. Et j'ai fini du coup à 20 ans à l'hôpital parce que j'étais anorexique. D'accord. Donc grosse remise en question. Moi qui étais toujours dans l'action depuis que je suis petite, je fais du sport à haut niveau, je suis toujours très active et après on réfléchit, quoi. Je me retrouve à l'hôpital à 20 ans, on me dit que je vais pas pouvoir passer mes concours. Donc quand on a fait 2 ans de classe prépa, en général c'est pour passer les concours à la fin. Bien sûr. Donc je vais pas pouvoir passer mes concours. Très bien. Et on me dit voilà, il faut que tu prennes du temps pour toi, tu réfléchis. Moi j'avais absolument pas envie. Je voulais passer mes concours, je voulais pas prendre de temps pour moi, quoi. J'ai pas passé mes concours, j'ai pas pu les passer. Et donc après vient une période d'errance pendant 4 ans où j'essaie de trouver quelque chose qui me plaît. Où tu te soignes aussi, j'imagine. Ouais, où je me soigne. Du coup je lisais plus de livres, impossible. Je fais donc de la géographie, de l'histoire de l'art, de la philo. J'ai même débuté une classe prépa commerce avec un double cursus en droit. Je trouve pas. Je me perds totalement en fait. Et à côté toujours des petits boulots. Donc je vends des poulets, je suis boulangère, je fais des trucs, quoi. Et puis vient un jour à mes 25 ans où je me dis mais en fait je vais vendre des chocolatines toute ma vie, quoi. Et puis c'est pas grave, c'est cool, ça sent bon, c'est chouette. Mais voilà, je vais vendre des chocolatines toute ma vie, je trouve pas ma voie et c'est pas grave, ça arrive.
Pendant ce temps-là, ma grande sœur a passé la Greg, sa thèse, elle bosse à Sciences Po, ma petite sœur, elle est en master, et moi, voilà, je suis là, je sais pas trop quoi faire, je vadrouille. Et puis un jour, je vois sur le site de la fac de Toulouse qu'il y a un cursus d'édition. Et je me dis, mais en fait, c'est génial. Moi qui ai toujours aimé lire, je vais pouvoir arrêter de manger des livres et les fabriquer, quoi, les cuisiner. Enfin, c'est chouette. Et là, je guéris, c'est-à-dire que je trouve ma voie. J'arrive à faire quelque chose que j'aime. Donc, je rentre dans cette licence pro. Bon, j'avais 25 ans, c'était une licence pro à la fac du Mirail à Toulouse, donc je majore dans la plupart des cours. Ça m'intéresse énormément. Ça faisait 4 ans que je faisais pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et voilà, je sors avec un diplôme Covid. Un diplôme Covid. Alors, c'est quoi un diplôme Covid? Bah, c'est un diplôme obtenu pendant le Covid, donc on l'a eu un peu après le premier confinement. Donc moi, je me dis, il a pas tellement de valeur, ce diplôme. Qu'est-ce que je vais faire? Tu sens que sur le marché, ce sont des diplômes qui ont moins de valeur que d'autres? Ils sont estampillés Covid, donc obtenus facilement, entre guillemets. Ouais. En fait, le truc, c'est que premier confinement, enfin, je sais pas si tu te souviens, mais c'était n'importe quoi. Le télétravail existait beaucoup moins. Les profs voulaient pas faire cours avec des élèves chez eux parce que ça faisait pas sérieux. Ils pensaient qu'ils allaient rien faire, et du coup, on était vraiment un peu lâchés, quoi. Donc plein diplôme, de cours annulés, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, diplôme Covid d'une fac de province, Toulouse, qui est très connue pour ses blocus et pas énormément connue pour l'extrême, enfin, qualité de ses diplômes. Elle est chouette, cette fac, mais c'est pas non plus la première fac de France, quoi. On n'est pas. Et là, je me dis bon. C'est chouette, c'était super cette année, mais que faire? Parce que c'est ça, parce que l'aboutissement de ces études, c'était de travailler dans une boîte d'édition, de gérer des auteurs, c'est ça. Hein. Ouais. Donc tu sentais qu'avec ton cursus, c'était pas assez solide pour candidater dans des boîtes d'édition sympas. En fait, nos profs nous disaient voilà, maintenant faut aller à Paris. Bon, non, je voulais pas. J'avais ma famille à Toulouse, j'étais très bien à Toulouse, et je me dis bah non, en fait je vais rester à Toulouse, et si je vais à Paris, je vais être en concurrence avec des personnes qui ont eu des masters, qui sont plus jeunes que moi, qui ont eu des masters parfois brillamment, et qui eux-mêmes ne trouvent pas de travail parce que c'est compliqué. Donc je me dis non, je reste à Toulouse et j'ouvre ma boîte. J'ai 0 expérience. Autour de moi, dans ma famille, tout le monde est prof, enseignant, chercheur. Personne n'a monté de boîte. Je sais pas comment on fait. C'est pas en tapant comment ouvrir une boîte sur Internet qu'on va trouver les points clés et comme de par magie faire. Enfin. Bah, tu trouves pas mal de choses. Oui. T'as des super comptes TikTok ou c'est vrai. Des super podcasts qui t'accompagnent dans cette démarche. Mais bon, ok. Oui, c'est vrai. Mais bon, je me sentais quand même un peu seule. Voilà, je me lance en auto-entreprise. J'appelle ma boîte Miralta Édito. Alors pourquoi Miralta? Parce que Altamira était pris. En fait, Altamira, c'est une grotte en Espagne, et c'est la première grotte où des hommes ont peint et écrit. Donc c'est leur écriture à eux, qui était à l'époque du coup de la peinture. Ok. Donc Altamira. Autre raison pas trop avouable, mon chat s'appelle Mira, ça faut pas trop le dire. Et non pas Mirza, comme la chanson. Exactement, Mira. Et puis je tape Altamira, c'était pris, c'était une petite maison d'édition obscure qui a fermé depuis, mais je veux pas avoir de problème, Miralta. Et puis en fait ça sonne mieux, donc je suis contente. Ok, très bien. Donc tu montes ta boîte, et donc au final, comment t'as fait pour monter ta boîte si t'avais pas forcément l'accompagnement, si t'étais seule, t'as fait quoi? Une SAS, une SARL? Non, en auto-entreprise. Ok. Au tout début, et je suis chez moi, en auto-entreprise, je me lance très bien. Bon, et maintenant, comment fait-on? Sachant que fait-on de l'argent? Voilà, c'est ça. Et j'ai 0 contact, j'ai pas de réseau. Mon seul réseau, c'est mes profs de la fac de Toulouse. C'est un bon début. Donc je me lance. Je commence à avoir des missions grâce à un prof du coup de la fac dans la maison d'édition Priva à Toulouse, avec qui je travaille toujours d'ailleurs. Et voilà, je me lance comme ça et je me dis bon je vais me lancer sur les réseaux.
et je me lance sur Instagram au début. Je touche le RSA pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai un reel qui perce entre guillemets. Je prends plein d'abonnés et j'arrive à en vivre. Et là, on est. Que disait ce reels? Je crois que c'était les 7 choses que je préférais dans un livre, tout bêtement. Ok. Ouais, mais dans un livre en règle générale ou dans un livre en particulier? Non, dans un livre en règle générale. Je parlais du papier, de la police, du fait que les lignes se superposaient si on regardait au soleil le livre. Enfin voilà, des choses. Et en fait, c'est le premier reel où je montrais ma tête. Avant, j'osais pas. D'accord. Et du coup, je faisais des lectures, des trucs comme ça avec des montages qui me prenaient un temps fou. Ouais. Et qui, voilà, ça générait 1500 vues. Voilà. Et là, j'ai montré ma tête. Bêtement et ça marchait. Tu crois que c'est lié au fait que tu t'es dévoilé toi ou bien est-ce que c'est lié au sujet qui est assez sympa et qui peut effectivement être rapidement viral tu vois, je pense que c'est les pour deux. lesquelles j'aime le livre. Ouais. Je pense que c'est les deux, mais peut-être que les personnes aussi sur Instagram sont à la recherche davantage d'authenticité et qu'un montage impersonnel avec des vidéos libres de droit, ça les intéresse pas trop, quoi. Ce que je comprends entièrement. J'ai testé, j'ai tâtonné, et donc là, 1 an et demi plus tard, j'en suis à, on est 13 500 sur Instagram et un peu plus de 62 000 sur TikTok. TikTok, je me suis lancée beaucoup plus récemment parce que pour moi, TikTok, c'était rigolo, mais sans plus, quoi. C'était la musique, les chorés. J'avais pas particulièrement envie de faire des chorés. Et en fait, TikTok change énormément depuis peu de temps. Et c'est plus que c'était avant. Avant, c'était très Musical.ly, Vine, des genres de petits sketchs. Il fallait danser, remuer ses fesses. Et aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Et j'en ai profité. L'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a pas énormément d'éditeurs sur Instagram et TikTok. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que ça a un petit peu marché. Oui, t'as beaucoup de comptes sur la littérature, c'est ça, de créateurs de contenu qui partagent leurs impressions sur des livres, sur leurs lectures, leurs découvertes, mais assez peu effectivement de créateurs de contenu qui ont cette casquette d'éditeur. Pour en revenir sur Instagram, donc tu dis 13 500 abonnés. T'as gagné combien d'abonnés avec ce fameux Reels qui a cartonné? Tu te souviens? Je sais plus. Il me semble que c'était 3000 ou 4000. Ouais, pas mal. Ouais. Sur quel laps de temps? En très peu de temps, en 1 mois et demi, je crois. Et après, j'ai stagné un peu. Mais ça, c'est la magie d'Instagram. J'arrive toujours pas à comprendre comment ça fonctionne. Et t'as continué après à faire des reels avec à visage découvert, entre guillemets? Ouais. Avec le même succès, ou tu sentais que c'était un peu en dessous? Alors, ce que je fais beaucoup et ce qu'il faut faire, je pense, c'est analyser ses flops et ses tops, quoi. Comprendre pourquoi ça marche pas, arrêter de le faire, et comprendre pourquoi ça marche, continuer à le faire. Et je me suis dit, chouette, je vais faire 7 choses que je déteste dans les livres. Et en fait, ça m'a marché. Donc je sais pas, peut-être que c'était un peu négatif, la positivité. Ouais, après, alors je sais plus, j'étais avec un TikToker donc dans ce podcast, dans Follow Me, qui me racontait que le biais de négativité fonctionnait beaucoup sur TikTok. Donc bon, c'est assez dur, hein, parfois de trouver des règles qui fonctionnent à tous les coups. Oui, je pense que c'était aussi une histoire de musique, une histoire il y a un timing, enfin il y a plein de choses qui jouent. Au début, je faisais vraiment attention à ça, au timing, à quelle heure mes abonnés sont le plus actifs, quelle est la musique à utiliser, les hashtags. Maintenant, j'ai lâché prise un peu, parce que sinon, on s'en sort pas. Non, c'est sûr. Et surtout, j'oublie pas que mon travail, c'est d'être éditrice, et que la création de contenu, c'est grâce à ça que je vis aussi, parce que sans création de contenu, pas de clients. Mais mon travail numéro 1, c'est quand même de fabriquer des livres. Donc, c'est une idée qui t'est venue comme ça toute seule, de te dire tiens, je démarre de zéro, j'ai pas de légitimité dans l'édition, donc je vais créer du contenu sur internet et je vais me construire ma légitimité, ou tu t'es inspiré d'autres créateurs de contenu qui ont appliqué cette règle, mais peut-être sur d'autres univers professionnels que l'édition, hein. C'est super malin. Du coup, je sais pas si tu vas aimer la réponse, mais non, je l'ai fait sans vraiment m'appuyer sur d'autres personnes qui avaient fait pareil. C'est vrai que je voyais pas d'éditeurs qui s'étaient lancés comme ça, ou en tout cas, bon, on retrouve des comptes de maisons d'édition où parfois la création de contenu est pas à son summum, disons.
Pour être poli. Oui, pour être poli. Mais non, des éditeurs indépendants qui se lancent comme ça, soit ils sont très très forts en littérature et pas très à l'aise sur les réseaux sociaux. C'est tout. En fait, c'est la seule solution en général. Donc j'ai l'impression que tu mets plutôt le poids du corps sur TikTok aujourd'hui par rapport à Instagram. Pourquoi? Explique-nous. Et puis comment tu continues de publier quand même des choses sur Instagram? Est-ce que c'est les mêmes choses que sur TikTok? Comment tu travailles un peu ces deux plateformes? En fait, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je me professionnalise un petit peu. Et je me suis dit bon, il y a Hachette qui m'avait contacté via un message privé Instagram, d'ailleurs improbable. Mais bon, au bout d'un moment, il faut que ça soit un peu plus pro. Donc c'est chouette de montrer mon chat en story, voilà, de dire aujourd'hui je déménage. Mais en fait, bon, j'ai une entreprise. Au bout d'un moment, il faut se professionnaliser. Et du coup, je me suis dit sur Instagram, je vais rester un peu plus professionnelle, tout en montrant ce que j'ai envie de montrer. Et sur TikTok, je me suis créé un compte qui s'appelle Marion Miralta. Alors que sur Instagram, c'est Miralta Edito. Et sur TikTok, j'ai décidé justement de lâcher prise. Ah, pourquoi ce choix déjà? Pourquoi ne pas avoir pris le même nom? Parce que c'est vraiment Marion sur TikTok, alors que sur Instagram c'est Miralta. J'ai une alternante en ce moment, elle m'aide à faire la création de contenu. C'est pas moi qui fais la création de contenu, tout sur Instagram. On se partage les tâches, j'ai les idées, puis elle applique, voilà, les carousels, etc. Sur TikTok, c'est vraiment moi. Y a pas trop d'artifice. Je me maquille pas, je m'en fiche, je suis chez moi, etc. quoi. Voilà. Ok. Non, parce la raison pourrait être aussi que sur TikTok, on a tendance plutôt à suivre des individus, des personnalités, des incarnations, plutôt que des boîtes, tout simplement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai. Mais même les boîtes qui sont présentes sur TikTok, en fait, c'est souvent l'histoire, le compte de la community manager ou de la personne qui fait la com dans la boîte, et c'est pas tellement la boîte elle-même, quoi. Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ton compte Instagram? Raconte-nous ton compte Instagram et ton compte TikTok. Sur mon compte TikTok, un peu tout et n'importe quoi, je dois avouer. Oui, j'ai vu, parce que tu parles pas toujours que de livres. Non, là, j'ai parlé de poissons récemment, parce que j'ai un aquarium. Ton aquarium, c'est cool. J'ai vu. Sur Insta, je parle de mon entreprise. Donc là, par exemple, je vais sortir une formation, une école d'écriture à partir de janvier. Je parle de ça. D'accord. Donc voilà, j'explique. Je parle aussi des missions que j'ai faites, donc des livres sur lesquels je travaille. Je parle pas mal d'éditions aussi, je donne des infos, des tips, des choses comme ça pour les auteurs. En fait, sur Instagram, la différence, c'est la cible. Sur Instagram, je m'adresse aux auteurs et aux autrices, et sur TikTok, je m'adresse à qui veut bien m'écouter, tout simplement. Et sur TikTok, je parle de plein de choses. Je parle de contes, des origines des contes, des origines d'histoire littéraire. J'ai commencé à avoir pas mal de haters malheureusement en commentaire suite à une vidéo où j'expliquais des choses par rapport à La Petite Sirène, le conte originel d'Andersen. Et j'ai décidé de tourner en dérision un peu la chose en faisant des commentaires littéraires, des commentaires de haters. Et ça marche bien aussi. Vraiment, c'est un peu moins pro, quoi. Alors si on revient un peu là-dessus, donc pourquoi t'as reçu ces messages? C'était quoi l'objet de leur courroux? J'expliquais que alors il y avait tout un bins à un moment donné sur La Petite Sirène noire, blanche, etc. Ouais. Et j'expliquais en fait qu'il y avait une théorie qui est présente depuis le tout début du conte d'Andersen, qui voudrait que La Petite Sirène ce soit Andersen lui-même, en fait, en fait, c'est Andersen était homosexuel et il a écrit ce conte lui-même en se mettant à la place de la petite sirène qui doit perdre sa queue du coup pour aller au ciel, etc. Il y a eu des recherches très sérieuses sur le sujet et j'ai pas mal potassé. J'ai sorti une vidéo où je parlais de ça et bien sûr ça plaît pas, quoi. Tous les anti-woke se sont réveillés, sont sortis du bois. Ouais, voilà, c'est ça. On me traitait de wokiste, d'islamo-gauchiste. Grand classique. Ouais, dans la littérature en général. Alors comment t'as géré ces commentaires? Tu répondais, tu ignorais, comment tu faisais? Au début, je répondais parce que sur le coup, comme je l'ai dit plus tôt, moi je suis très dans l'action, hein, mais bon, faut pas.
parce que au bout d'un moment, faut pas répondre. Au début, je répondais, mais en argumentant, en disant oui, mais en fait non, faut pas faire ça. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, exactement. Donc maintenant, je tourne en dérision le truc. Soit je réponds plus. Alors, ce qui est pas mal quand on a 62 000 abonnés, c'est qu'il y a des chevaliers blancs, des personnes qui répondent à notre place. Alors, quand ça part trop en bazar dans les commentaires, j'interviens. T'as déjà supprimé des commentaires? Non. Non? Pourquoi? Tu pourrais? Je fais le choix de pas supprimer. Ou les signaler? Par contre, j'ai déjà bloqué quelqu'un. Pour propos haineux, ça, tu pourrais. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà bloqué quelqu'un, une ou deux personnes. Mais signaler, non. Je pars du principe que c'est bien la discussion, c'est cool. Oui. Après, tu peux. Non, évidemment, l'idée c'est pas de supprimer des avis contraires au tien, parce que ça participe au débat et à la discussion. Et tant que c'est constructif, c'est très bien. Mais des commentaires haineux et insultants, qui sont donc problématiques. Tu vois, il y a pas de. Ce serait assez logique de les signaler. En fait, sur TikTok, c'est beaucoup plus strict que sur Instagram, dans le sens où si on écrit quelque chose de haineux, on est. C'est TikTok qui censure lui-même en fait. Ouais. Pas tout le temps, parce que la haine peut aussi. Il y a beaucoup de messages haineux qui échappent à l'algorithme de TikTok. C'est vrai. Parce que la haine ne s'exprime pas forcément par l'insulte, ça peut être par des mots du Larousse. Hein. Je l'ai déjà dit ici, je trouve que TikTok est ultra réactif là-dessus, peut-être trop parfois, parce que à mon avis il check pas, mais dès que tu signales un commentaire, mais dans les 30-40 secondes, il est pris le signalement est pris en compte. Et le commentaire disparaît. Ouais, c'est vrai. Je les trouve hyper réactifs. Donc il y a un aspect quand même. Ça pose question quand même, cette ultra réactivité, parce que tu pourrais signaler n'importe quoi et du coup le commentaire serait supprimé. En fait, aussi. le truc c'est que TikTok censure des choses qui devraient pas être censurées. Moi, quand je parle de littérature, de contes, bien évidemment, je parle de sexe, de mort, d'homosexuels, mais parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la littérature, quoi. Et du coup, je dois m'auto-censurer. Donc, des fois, je coupe le son au moment où je dis sexe. Dans les. T'as déjà remarqué que dans un TikTok où tu parlais de sexe, il était quoi? Il était. Violation des trucs communautaires. Ouais, attention. Encore 2 fois et on vous suspend votre compte. Voilà. Mais juste parce que t'as dit le mot sexe. Ouais. Donc maintenant, même dans donc je coupe et dans les légendes, les sous-titres, je mets un 3 à la place d'un E. J'essaie de contourner le truc. D'accord. Fois à la place des O, je parlais de viol, à la fois des O, à la place des O, je mettais des 0. Enfin voilà, on essaie de contourner le truc un peu. Okay. Mais là actuellement, ce qui se passe et ce qui est très bien, tous les booktokers qui ont un petit peu d'abonnés ont été contactés par TikTok France, parce que TikTok France se rend compte qu'en fait la littérature ça devient plus important que la danse et le make-up sur TikTok, et du coup c'est vraiment le cas. Ouais. Ouais. Et du coup, ils nous ont contactés. On a un groupe WhatsApp où on a quelqu'un de TikTok à notre disposition quand on a des problèmes. Et parce qu'ils ont lancé aussi les nouveaux fonds de création sur TikTok, ils veulent encadrer le truc un peu. Bien sûr. Donc voilà. Donc si on a des problèmes, on a directement quelqu'un à qui parler et qui débloque la situation. Et donc en parlant de TikTok, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu es à Paris ces jours-ci. Donc tu es invité par TikTok à un événement qui regroupe plusieurs booktokers. C'est ça. C'est un terme qui vient des États-Unis, booktokers, ou non, je sais pas. Comment il a apparu ce nom? Ça s'est fait tout seul. On cool, parle de bookstagrammeur aussi. Bookstagrammeur, ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais. On parle aussi de livre-stagrammeur, mais bon là c'est c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Okay. Non mais BookTok, ça c'est un hashtag qui s'est mis assez rapidement en place. Ouais. Je sais pas trop d'où ça vient d'ailleurs. Tu vas peut-être remonter un peu ces sujets de modération et de censure entre guillemets qu'il peut y avoir sur certains mots, même si je doute qu'au niveau français ils puissent faire vraiment grand chose, mais c'est des choses que tu vas partager avec eux, par exemple. Oui, mais ils le savent et en fait ils nous ont expliqué que maintenant il fallait qu'on utilise des petites périphrases pour au lieu de dire sexe par exemple sur TikTok. Mais bon, j'ai pas forcément envie d'utiliser des périphrases quoi. Quand il faut dire les choses, il faut les dire et c'est bon. Non, parce que tu pourrais même, tu utilises le mot sexe
pour d'autres pour qualifier d'autres choses que le sexe, l'acte sexuel. Oui, on tout peut à être fait. de sexe masculin, Ouais, voilà. féminin. Bon bah, c'est un peu bête, hardcore, quoi. C'est bête et méchant. Moi, ça m'est déjà arrivé de signaler des vidéos qui, à mon sens, ne devaient pas être sur la plateforme, des trucs graves, quoi. Et puis, au bout de 2 jours, je reçois une notification. Ils ont trouvé aucune violation, consigne communiitaire, donc elle va rester là. Bon. C'est la même chose sur Twitter, Très bien. Instagram aussi, dans Twitter, son genre à c'est très grave d'autres. aussi, Bah sur Twitter, de toute façon, tu peux trouver du porno. Hein, Ouais. donc à partir de là. C'est compliqué sur Twitter. Ouais. Et sur Insta, oui, ils ont d'autres règles qui sont tout aussi discutables sur les tétons, le fait de serrer ses seins l'un contre l'autre, par exemple. Ça, j'ai découvert ça récemment. C'était censuré, tu vois. Voilà. Donc on a parlé d'Instagram, de TikTok. Tu es présent sur d'autres plateformes, YouTube par exemple? Alors je suis pas présente sur YouTube et j'ai pas envie d'être présente sur YouTube. Alors explique-nous pourquoi. À mon sens, quand on est créateur de contenu, on doit avant tout être consommateur de contenu. Je me sentais assez à l'aise sur Insta parce que j'étais grande consommatrice d'Insta. J'avais un compte personnel et puis même je scrollais beaucoup. TikTok, j'ai commencé à scroller aussi, donc j'avais l'ambiance, les règles, les choses à faire. LinkedIn, par exemple, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est un monde à part, quoi. Pourtant, c'est ultra simple. Tu démarres avec un post avec une phrase super catchy. Après, tu racontes ta vie avec un enseignement digne d'un conte de. J'ai l'impression, en fait, que tout le monde se sauce un Disney. peu. J'ai un peu du mal. Ça commence à changer un peu. Mais c'est vrai qu'il y avait une période il y a une période où d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui où sur LinkedIn tout le monde réussit, tout le monde cartonne. Voilà, c'est ça. Non, j'avais vu sur LinkedIn un mec qui avait eu un bébé et qui postait une photo de son bébé en lui disant bienvenue dans mon réseau. J'ai vraiment du mal avec. Ouais, je suis d'accord. Il y a des trucs vraiment tricky sur LinkedIn. Donc il y a un super compte, il y a un super compte Twitter d'ailleurs qui les épingle, qui épingle. J'ai plus son nom. À chaque fois que je parle de ce compte à quelqu'un, j'arrive jamais à me rappeler du compte, mais bon, je le mettrai dans le descriptif, comme ça vous l'aurez. Mais il est à mourir de rire ce compte Twitter. Bref. Ouais. Donc t'as pas les codes, c'est ça? T'as pas les codes de YouTube? J'ai pas les codes de YouTube et surtout ça me paraît très compliqué, complexe. C'est beaucoup moins spontané à mon sens. Il faut vraiment créer du contenu dans le sens où on se pose, on crée du contenu. Ce que j'aime bien dans Instagram et TikTok, c'est que c'est très spontané en fait. On n'a pas vraiment. Et puis encore une fois, moi mon métier c'est être éditrice de livres. Donc voilà. Mais j'aurais pu rester juste sur Instagram, mais un jour, alors que j'avais pas encore de compte TikTok, Instagram bug pendant 2 jours. Ouais. J'étais en panique parce que je me suis dit bon, si Instagram bug, si disons il y a un problème, un gros problème, mon compte disparaît, je me fais pirater, je sais pas, on peut tout imaginer. Si Instagram un jour n'existe plus, je sais pas, je fais comment? Donc là je me suis dit il faut un peu se diversifier quand même. J'ai créé mon compte TikTok. Sur mon site, j'ai créé un blog, un forum où j'essaie d'alimenter un peu les choses. J'ai une newsletter aussi que je travaille beaucoup. Hebdo? Ouais. Ok. Tous les lundis. Donc voilà, j'essaie de varier un peu les choses tout en restant dans le faisable, encore une fois. Voilà. Alors justement, en termes d'organisation, on se parle de combien de TikTok par semaine, là, par exemple, sur ton compte? Combien de TikTok par semaine? Ça dépend de ce que je fais, de ce que j'ai envie de dire. Tu t'es pas fixé de cadence, un tous les 2 jours ou un par jour? Non, sur Instagram, il y a la création qui est beaucoup plus planifiée, etc. Sur TikTok, c'est très spontané. En fait, un TikTok, c'est comme une story Insta, finalement. Donc, je peux très bien prendre mon téléphone, raconter un truc, hop, poster, voilà. Il y a une période où je me suis dit, allez, on va mettre un peu le turbo. Et du coup, j'ai fait, il me semble, 3 TikTok par jour, un truc comme ça. Parce que t'étais plus inspiré qu'il y a une autre période, quoi. Oui, puis j'avais des trucs à dire. Ouais, il y a des jours où on a des trucs à dire, il y a des jours où on n'a pas de trucs à dire. J'avais plein de choses à dire, donc c'est chouette. Et l'un des conseils qu'on entend souvent sur TikTok, c'est qu'il faut publier chaque jour. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Sinon, on est vite enterré, ouais. Ouais, mais voilà. De ce que je comprends, et c'est tant mieux, tu te mets pas non plus la pression, tu publies quand t'as quelque chose à dire, ce qui est quand même une bonne règle. Bah ouais. Il y a beaucoup de personnes qui publient alors qu'ils ont rien d'intéressant à dire, et ils auraient pu s'abstenir. Ouais. Puis maintenant, c'est les vidéos de plus d'1 minute qui sont monétisées. Yes.
les vidéos de moins d'une minute ne sont pas monétisées. Il y a un nouveau fonds créateur qui marche différemment. Dont tu fais partie ? Ouais. D'accord. On pourra peut-être en parler juste après, mais juste pour revenir un peu sur ton organisation. Donc, tu filmes tout sur ton téléphone. Tu utilises l'éditeur de vidéos de TikTok ou un outil tiers ? Pour Instagram, j'utilise InShot, il me semble. C'est très simple, je me prends pas la tête. Donc voilà. Sur TikTok, j'ai remarqué que quand on monte sur une autre plateforme, ils aiment pas trop. Ils veulent que ce soit tout sur l'appli TikTok. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Déjà, rien que écrire quelque chose sur InShot, par exemple, sur l'image, puis intégrer dans TikTok, TikTok ne lit pas ce qu'il y a écrit. Par contre, si on monte sur TikTok et qu'on écrit directement sur la vidéo TikTok, TikTok lit et c'est noté comme du référencement. C'est-à-dire si j'écris livre, histoire, petite sirène, ils vont mettre ça dans même s'il n'y a pas les hashtags en fait, c'est compté comme du référencement. Un truc que TikTok déteste, c'est les vidéos qui sortent d'Instagram. Je pense que ça doit être dit quelque part que ça sort d'Instagram et vice versa. C'est-à-dire que mettre des vidéos sur Insta de TikTok, ça m'est déjà arrivé. Il faut pas le faire. Avec ou sans watermark de TikTok ? Ok, ça change rien. Ah, c'est intéressant. Mais je sais pas comment ils font, mais c'est des choses que d'autres créateurs t'ont partagé ou c'est des choses que t'as remarqué toi-même ? Des choses que j'ai remarquées, j'ai cherché et j'ai trouvé effectivement des choses qui parlaient de ça. Ouais, c'est intéressant. Et globalement, du coup, tu postes le même contenu, en tout cas en story, parce qu'il n'y a pas de post sur TikTok, sur TikTok, n'importe quoi. LinkedIn, TikTok. sur TikTok. J'ai créé un nouveau nouveau réseau social, hein, TikTok. Pourquoi pas, hein. C'est le TikTok des RH, je sais rien. Donc tu publies les mêmes choses sur les deux plateformes ? Au début, oui, ça marchait pas. Et quand j'ai commencé à lâcher prise sur TikTok, j'ai pris 40 000 abonnés en un mois et ça a marché. Sur TikTok, vraiment, il faut lâcher prise en fait. Quand c'est calculé, quand il y a une retenue, on le sent. Et bon, du coup, non, je poste plus le même contenu. Je parle vraiment pas de mes poissons sur Instagram, quoi. C'est un truc, ça me viendrait même pas à l'idée. Donc c'est pas la même chose. Je donne beaucoup de conseils d'écriture sur Insta. Au début, je donnais les mêmes conseils sur TikTok, ça n'intéresse pas. Je me suis vite rendu compte. En fait, quand on fait de la création de contenu, on crée du contenu pour la personne qui est en face, quoi. C'est pas pour nous. Aussi pour nous, mais il faut d'abord penser à la personne en face. Sûr. Et bêtement, j'ai posté les mêmes choses au début en me disant voilà, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même communauté. Ouais, ça sway beaucoup plus vite, donc il faut qu'il y ait un truc catchy dès le début. Ça marche un peu plus comme du voyeurisme un peu sur TikTok. Si tu devais, alors avant de poser cette question, donc tu nous as dit que tu avais aussi une newsletter, un blog. Est-ce que tu es dans une logique de recyclage un peu entre tous tes contenus ? Est-ce que on retrouve un peu de ce que tu dis sur TikTok et Instagram dans ta newsletter et vice versa ? Est-ce que tu fonctionnes comme ça ? Dans ma newsletter, non. Dans ma newsletter, c'est un texte sur un sujet en règle générale d'édition. Je partage aussi les offres d'emploi que je reçois de par mon réseau. Ça, c'est un truc que les gens aiment bien aussi. Je fais une petite revue de presse. Ce que je recycle, par contre, c'est mon blog. Je recycle pas mal de choses que j'ai dites en story sur Insta. Notamment, je fais des posts sur des points précis de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, des trucs un peu comment les majuscules dans les noms de titres. Ça, en fait, c'est hyper compliqué. Ça, j'en avais parlé en story. Je fais des posts. Donc oui, depuis que j'ai une alternante, je lui demande de recycler des stories à la une qu'on efface tout doucement pour les mettre sur le blog. Donc oui, technique effectivement c'est pas du recyclage, c'est plus de l'upcycling. Ouais, c'est ça, c'est de l'adaptation. Ouais, exactement. L'upcycling de contenu. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ok. Et donc tu disais que tu avais gagné 40 000 abonnés en un mois. Comment c'est possible sur TikTok ? Comment t'as fait ? Je pense que c'est aussi le privilège de la nouvelle personne qui débarque. Voilà, j'ai arrêté en fait d'avoir des freins, de vouloir créer des choses qui avaient un lien, d'avoir une cohérence dans mon feed. Ça, c'est un truc qui bien évidemment ne fonctionne pas sur TikTok, contrairement à Insta. Et vraiment, j'ai lâché prise tout simplement. J'étais trop dans la retenue. Je me suis dit allons-y, j'ai changé mon nom Miralta Edito en Marion Miralta. Et j'ai été vraiment moi-même. Donc il y a des vidéos qui plaisent, d'autres un peu moins, j'imagine. Mais je me suis dit allons-y quoi. Et c'est comme ça que c'est arrivé.
Tu utilises des hashtags, oui, non? Sur BookTok, hashtag BookTok, D'accord. For You Page, donc FYP, et hashtag éditrice. Tu incites les gens qui te regardent à s'abonner? Enfin, Non, c'est juste, aucun j'essaie appel de à l'action. comprendre un peu ce qui déclenche l'acte d'abonnement, en fait. Aucun appel à l'action. C'est juste que en fait, j'ai mis en place des espèces de séries. Donc, je fais, par exemple, des types de vidéos où j'explique l'origine d'un compte. Les autres vidéos où je fais des commentaires linéaires de haters, ça s'appelait beaucoup, c'est très rigolo. Et je dis voilà, il y aura un autre épisode, et puis hop, je fais des épisodes qui sont éloignés de 4-5 vidéos. Donc ouais, les gens s'abonnent, j'imagine, pour ça. On n'a pas trop creusé ce format, mais est-ce que tu peux nous en reparler? C'est des commentaires de haters, c'est ça? Ouais, des commentaires de haters qui je sais pas, par exemple, t'es stupide, lol, espèce de wokiste. Okay. Faisons un commentaire linéaire de son commentaire. Je sais plus, il y avait un hater qui disait que lui, il craquait les livres sur Internet, qu'il s'en foutait des auteurs, etc. Il commençait son commentaire par bah ouais, moi je m'en fous des autres, machin. Donc les autres, l'enfer c'est les autres de Sartre. On va parler un peu de philosophie, etc. En fait, tu les affiches? On voit leur pseudo? Ouais, oui. En général, le commentaire est supprimé derrière, mais après, c'est eux qui le suppriment? C'est l'auteur du commentaire qui le supprime? Ouais. Oui, bien sûr. T'as pas eu de menaces par rapport à ça? Si, j'ai reçu, actuellement, je reçois un mail toutes les heures. Ah ouais? D'un mec qui m'envoie des mails automatiques toutes les heures, et l'objet du mail, c'est séminaire du respect. Vous êtes invité au séminaire du respect. Donc c'est parti dans mes spams, et du coup, dans mes spams, j'ai littéralement 4500 Incroyable. mails de séminaire du respect. Et c'est quoi? Il y a juste écrit quoi? Séminaire du respect en Séminaire objet? du respect. Veuillez cliquer ici. Je n'ai pas cliqué. Non. Mais je suis Tu sais pas ce qu'il y a au bout du lien? Et j'aimerais bien savoir. Des fois, ça me garde éveillé la nuit. Bah, si tu fais un clic droit, ouvrir en navigation privée ou derrière un VPN, Je sais pas. Ou tu peux. J'ai peur que ce soit un gros psychopathe en fait. On sait pas à quoi s'attendre. Tu pourrais le faire sur un ordinateur dans un café, C'est vrai. Dans un cybercafé. Ouais, c'est vrai. Et ok. Et attends, séminaire du respect. Alors que si tu l'as affiché, c'est que lui-même n'en avait pas montré énormément. On est d'accord. En fait, j'affiche pas les gens qui ont pas le même avis que moi, mais vraiment des personnes où je sens que la discussion est impossible. Donc le truc c'est la discussion dans le fond est impossible. Donc parlons de la forme quoi. C'est un peu le truc, le concept de ces vidéos. Et donc le commentaire en question là de cette personne-là, c'était un commentaire haineux ou tu sentais de la personne qui m'envoie le commentaire. Ouais. Je sais pas qui c'est. Ah, tu sais pas du coup. C'est une adresse Gmail, séminaire du respect. Je sais pas qui est cette personne. Ah d'accord. Donc tu t'es même pas sûr que ce soit une personne que t'as affichée dans ton format. Qui n'a pas aimé. Commentaire linéaire. Ouais. J'avais fait une vidéo qui avait fait pas mal de vues aussi, où je parlais d'un livre qui, à mon sens, était à caractère pédopornographique, une BD de Bastien Vives. Petit Paul. Ok. Et ouais, j'expliquais qu'en fait, ce genre de BD, voilà, ça tombait pas sous le coup de la liberté d'expression. Et puis on parlait de la liberté d'expression, donc j'ai fait une vidéo. Qu'est-ce que la liberté d'expression? Il y a des choses qui ne font pas partie de la liberté d'expression, notamment la sécurité des mineurs, les représentations des enfants, etc. Et là, j'ai eu énormément de personnes. C'est à partir de là que ça a commencé. Donc peut-être quelqu'un qui s'est senti heurté par ma vidéo. Et t'as pas eu de souci avec la modération TikTok sur cette vidéo? C'est passé crème? Non, donc, parce que j'ai des périphrases. J'ai bipé, il y a des... Non, jamais de périphrases. J'ai pas envie de faire des périphrases. Quand je dis un truc, je le dis. Mais on lit sur mes lèvres et puis il y a le viol VI0L, quoi. Ouais, c'est fou qu'avec leur algorithme ultra complexe, ils aient pas encore trouvé un moyen de repérer des changements de caractère comme ça. C'est un peu compliqué. Mais quand on a un problème de censure, par exemple, ou de choses qui, à notre sens, n'est pas... Voilà, on contacte Emma, donc la personne qui est notre interlocutrice à TikTok, et elle dit oui, je veux voir ce que je peux faire. Et puis des fois, elle nous dit voilà, ça doit partir en Chine, donc je vous fais un retour. Après, dans leur cuisine interne, je sais pas trop comment ça se passe, mais si elle doit contacter la Chine... Parce que bon, si la Chine sont sur du français, j'imagine que il doit y avoir des algorithmes qui sont sur des mots précis. Bien sûr. Voilà. Marion, comment tu gagnes de l'argent avec tout ça? Très bonne question. Alors mon activité première, c'est d'être éditrice. J'accompagne des maisons d'édition, donc c'est des projets un peu clés en main. On me donne le manuscrit et moi je rends le projet fini, parti chez l'imprimeur. Donc c'est des prestations que tu réalises pour des maisons d'édition, ouais. Exactement.
Après, il y a des demandes un peu plus précises pour Hachette, par exemple, c'est de la relecture correction, de la relecture où je dois me poser la question, est-ce que c'est censé, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on ne doit pas trop dire, est-ce que c'est plutôt de la relecture un peu pas émotionnelle, mais ouais, sur le fond, vraiment. Voilà, je travaille avec plusieurs maisons d'édition, je fais pas mal de sciences humaines avec le CNRS, des choses diverses et variées. Et j'ai développé aussi une activité avec les auteurs. Donc soit je les accompagne dans la recherche d'une maison d'édition, soit je les accompagne dans l'auto-édition pour des auteurs qui veulent rester indépendants. Donc je m'occupe de la correction. Je travaille avec d'autres freelances avec lesquels je me suis plus ou moins associée. Alors c'est pas le bon mot, mais je travaille avec des freelances et je leur propose des missions moi-même sur des corrections, etc. Et on travaille vraiment main dans la main avec les auteurs. Donc ça c'est une première chose. Je fais des coachings aussi depuis pas trop longtemps. Des auteurs qui ont des questions très précises sur l'opacité en règle générale du système éditorial français. Ils comprennent pas certaines choses, donc voilà, c'est des coachings où vraiment je les accompagne sur des points précis. J'ai lancé une marque de papeterie, Ligne de Mire. Ouais, j'ai vu. Super. Donc voilà, fabriquée en France, respectueuse, avec du papier recyclé, etc. Ça, on va pas se mentir, ça marche pas extrêmement bien. Mais c'est fun. J'avais envie de le faire. Voilà. Ouais, parce que t'en parles pas non plus énormément dans tes contenus. Tu pourrais. J'ai un compte Instagram Ligne de Mire, mais là je peux pas tout faire. Donc non, c'est sûr. J'ai un peu rapatrié sur mon compte Miralta. D'accord. Et puis dernière chose aussi, du coup je vais lancer le campus Miralta, qui est une école d'écriture à partir de janvier, où on met l'accent sur quelque chose qui, je trouve, n'est pas assez représenté en France. C'est toute la partie un peu émotionnelle de l'auteur qui se livre dans son livre justement. C'est vrai que les formations qu'on retrouve sur l'écriture, c'est des trucs très formels, comment écrire un livre, comment finir son livre, etc. Là, l'objectif, les arcs narratifs, etc. Ouais. Là, l'objectif, c'est vraiment comment faire pour donner le meilleur de soi à travers sa plume, quoi. Et ça va être très rapidement mis en place. Intéressant. Ouais. Donc c'est quoi, c'est en distanciel comme on dit ou non? C'est en distanciel, mais exactement. Donc il y a des ateliers d'écriture sur Discord, des choses comme ça. En distanciel, je suis toulousaine. Et il y a les nouveaux fonds créateurs TikTok aussi depuis peu, qui sont aussi une source de revenus. Voilà. Et si tu devais mettre des pourcentages un peu sur tout ça, sur la partie création de contenu, ça génère quelle part de ton chiffre d'affaires entre guillemets en apport direct? Instagram, absolument rien. C'est-à-dire que ça m'apporte des clients. Mon blog, mon forum, absolument rien. Ma newsletter, absolument rien. C'est vraiment un moyen de trouver des clients. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt de l'apport indirect. Ouais. Mais t'as TikTok qui t'apporte des revenus directs via le fond. TikTok, oui. C'est d'ailleurs très surprenant. J'ai trouvé ça un peu obscène tellement ça va très vite en fait. J'ai vu que t'avais fait un TikTok d'ailleurs là-dessus. Ouais, où j'expliquais tout. Ça me revient. Alors j'ai plus le monter en tête, mais c'est quasiment 1300 en une semaine. Ouais, c'est ça, en tout, en 10 jours, j'ai gagné 1700 euros. Ce qui est pas mal. Enfin, oui, c'est pas mal. Alors que tu faisais la même chose avant sur TikTok et ça te générait ça, des 0. Cacahuètes. Non, 1 euro par vidéo, un truc comme ça, parce qu'il y avait un système différent. Bon. Je me dis, si je peux répondre aux haters, faire rigoler des gens et en plus gagner des sous, c'est tout bénef. Et c'est vrai que tu avais communiqué par rapport sur ce chiffre dans ce TikTok. C'est une tendance qui s'est prolongée sur les jours d'après où tu remarques une baisse Non, ça s'est fait doucement après par la suite. La première semaine, ça a très bien marché grâce à une vidéo en particulier. Mais oui, maintenant, ça me génère entre 50 et 100 euros par jour à peu près. D'accord. TikTok, ce qui est quand même pas mal. Et quelles sont les conditions pour faire partie de ce fonds? Alors, il faut avoir créé son compte en France. Pas forcément être français, avoir créé son compte en France. Je sais pas si ça marche via un VPN, ça serait intéressant de se demander. Avoir au moins 10 000 abonnés, avoir au moins un certain nombre de vues sur les 10 derniers jours, je sais plus exactement strictement combien. Et c'est seulement les vidéos de plus d'1 minute qui sont monétisées à partir de 1000 vues. Et c'est environ 1 euro les 1000 vues. Et du coup, ça a changé ta manière de produire aussi sur TikTok? Donc j'imagine que tu produis plus de vidéos de plus d'1 minute?
Ouais, mais déjà à l'origine, j'ai pas pris TikTok pour faire des danses ou des petits challenges de 10 secondes. En général, c'était plutôt pour se poser, discuter de choses, expliquer des trucs, parler, vraiment se mettre face cam et parler. Moi, c'est ce qui me plaît. Donc en fait, assez naturellement, je les faisais déjà aller 1 minute. Ouais. Et ça, mais je pense que c'est bien qui tendent à faire ça, TikTok, ils veulent. Ils ont bouffé Insta. Je pense qu'ils essaient de bouffer YouTube maintenant. C'est un peu leur objectif. Ouais, bien sûr. Et puis pendant longtemps, l'une des règles de TikTok, l'un des conseils qu'on entendait régulièrement, c'est de se dire un TikTok ne doit pas faire plus de 20 ou 25 secondes. Il faut que t'accroches au max dans les 2 premières secondes. C'est hyper important. Faut que ce soit hyper cut. Voilà. Et donc c'est compliqué d'insérer quand même des pubs de 10 secondes entre des TikTok de 25 secondes. Enfin, donc je pense que cette volonté de rallonger les contenus, c'est aussi de se dire ça passe mieux pour les spectateurs d'avoir des spots de 15-20 secondes entre des vidéos de plus d'1 minute. C'est le business de YouTube aussi, bien sûr. YouTube a une tendance aussi à favoriser les contenus longs. Il y a beaucoup plus de contenus longs aujourd'hui sur YouTube qu'il y a une certaine époque où c'est vrai que sur YouTube aussi on disait faut des contenus courts, 5-6 minutes max, sinon on n'arrive pas à retenir l'attention des gens, mais YouTube favorise plutôt les contenus longs maintenant. Parce qu'ils te mettent 2 pubs au début, 1 pub au milieu, 2 à la fin. Forcément. Donc plus le contenu est long, plus il a de valeur sur le marché publicitaire. Bien sûr. Mais on voit l'attention dans les statistiques TikTok. Moi, je regarde toutes les statistiques à chaque fois, je décortique. Et on voit le taux de retenue en fait des gens. Et c'est ça décroît de manière assez sûr. phénoménale. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les gens swipe. C'est facile. On a juste à lever le pouce et bim. Ah, mais c'est un enjeu qui vieux comme le monde dans l'univers des médias, de retenir l'attention de ton audience. C'est le cœur de toute la stratégie de tous les médias, qui soient vieux comme le monde, comme la radio ou la télé, ou plus récents comme TikTok. Ouais, c'est vrai. Et donc, en apport indirect pour ton activité d'édition, ça représente quelque chose d'important. C'est quasiment ta seule source de revenus indirects pour ton activité d'édition. Je sais pas, TikTok, la création de contenu, Insta. Je saurais pas dire exactement, mais par exemple, Hachette m'a contacté via Instagram. Ouais. Et les missions pour Hachette sont très intéressantes à chaque fois. Donc ça, oui, si j'avais pas eu Instagram, et tous les auteurs indépendants m'ont contacté grâce à Instagram. Je les connais pas d'autres milieux. C'est vraiment. Et pour en revenir justement sur ce que tu dis là sur Hachette, quand tu dis que Hachette est venu te voir via Instagram, c'est c'est un collaborateur d'Hachette qui gère une éditrice qui est elle-même est sur Instagram et qui est tombée sur ton contenu et qui t'a ok. Mais il y a vraiment beaucoup d'éditeurs qui me suivent, il y a aussi pas mal de maisons d'édition. Je l'ai vu aussi sur mes newsletters parce qu'en plein été, j'ai reçu plein de mails automatiques, nous sommes en vacances, etc. Et je me suis dit ils sont abonnés à mes newsletters, c'est rigolo ça. Et oui, il y a pas mal d'éditrices qui me suivent, qui sont consommatrices de contenu et qui sont tombées sur mon compte, j'imagine. Tu utilises quoi comme outil de newsletter? Petite parenthèse. Avant Mailchimp et maintenant Sendinblue. Ok. Parce que Mailchimp était vraiment onéreux par rapport à ce que j'en faisais. Combien d'abonnés? Je sais pas exactement, il me semble 3000, un truc comme ça. C'est pas mal. Oui. Pas mal. Tu l'as démarré quand? Je l'ai démarré il y a 6 mois, un truc comme ça. Franchement, c'est pas mal. 3000 abonnés. J'en parle pas mal sur Insta. Ouais. Bon, je referme la parenthèse. Si on devait un peu conclure cet épisode, c'est que ce sentiment que tu avais avec ton diplôme en poche, avec ton diplôme Covid, de dire jamais avec mon profil j'arriverai à obtenir un poste cool dans une maison d'édition qui pèse, on va dire. En fait, là, t'as complètement hacké le système, quoi. On est d'accord? Parce qu'au final, tu travailles en presta pour des grosses boîtes d'édition. Ouais. Et surtout, je fais uniquement ce qui me plaît. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir refuser des missions si ça me va pas, si ça me plaît pas. Chose qu'on peut pas vraiment faire quand on est en CDI dans une boîte, quoi. On fait ce qu'on doit faire. Donc, oui, je bosse depuis chez moi, ce que j'adore faire.
et je fais uniquement ce que j'aime. La création de contenu, ça a un grand poids dans mon activité parce que j'aime partager. C'est aussi ça l'édition. À mon sens, l'édition française d'aujourd'hui est ultra obscure, quoi. Les auteurs ne savent pas, ce qui est un comble, parce que c'est quand même grâce aux auteurs que les éditeurs peuvent vivre. Donc oui, effectivement, j'ai hacké le système. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, c'est une façon de parler, mais au final, tu t'es donné les moyens d'obtenir le résultat que tu voulais. Donc, ouais, c'est vrai. Bravo Marion. Et peut-être dernière question qui va intéresser les créateurs de contenu qui nous écoutent. Moi avec Orso Média, donc je t'avais dit, on gère entre 25 podcasteurs. On est beaucoup approchés par des maisons d'édition qui aiment beaucoup les podcasteurs parce qu'ils se disent tiens, ce sont des gens qui créent déjà du contenu, qui sont des experts dans leur univers, donc on est à ça de pouvoir créer un livre, c'est la même démarche. Pour être tout à fait transparent, nous, ce qui nous interpelle un peu, c'est que en tant que podcasteur ou auteur, ben, tu fournis quasiment 95% du boulot et tu récupères des miettes en termes de pourcentage sur la vente d'un livre. Ce qui a tendance plutôt à nous rapprocher de l'auto-édition. Parce que tu te dis, tu sors ton bouquin toi-même, t'as déjà une audience énorme via ton podcast, enfin énorme ou relativement énorme via ton podcast. Donc la promotion, tu peux déjà la faire via ton propre média et le vendre et en récupérer du coup un maximum de bénéfices par rapport à ce que tu pourrais faire via une maison d'édition qui certes a des accords de distribution avec la Fnac, avec quand on est en auto-édition aussi, on peut être distribué par la Fnac, Cultura. Peut-être un petit commentaire là-dessus qui pourrait aider les créateurs de contenu qui nous écoutent à se positionner, à se faire un avis. Ouais. Moi, je travaille avec les deux. Je fais de l'auto-édition et de la maison d'édition. À mon sens, les deux sont complémentaires. Effectivement, si on n'a pas d'audience à l'origine, si on ne sait pas trop comment faire, si on n'a pas le temps de se pencher soi-même sur certaines tâches, les maisons d'édition, c'est une très bonne solution. Mais l'auto-édition, quand on est dans ton cas, dans votre cas, en règle générale, effectivement, c'est par ça qu'il faut passer, quoi. On peut faire exactement ce qu'on veut de son livre, ce qui est pas forcément le cas quand on passe par une maison d'édition. Et surtout, en fait, on travaille avec des prestataires de services et le bénéfice des ventes est à 100% pour soi, une fois les prestataires de services payés, quoi. Ok, intéressant. C'est vrai que l'auto-édition est assez mal vue, mais elle est mal vue de qui? Des éditeurs. Bon. Oui. Donc, voilà, ça dit tout, quoi. Oui, et puis bon, c'est vrai que dans l'auto-édition, t'as à boire et à manger. Hein, oui. Il y a de la très mauvaise auto-édition, on va pas se mentir. On se balade sur Amazon, on voit des trucs, bon. Et comme dans le podcast, comme sur TikTok, comme sur YouTube. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, Marion, super. J'ai l'impression que tu as plein de projets là. Enfin, tu nous en as parlé. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets à venir. Bravo pour ce que tu as fait encore une fois. Parce que, merci. Voilà, on le dit pas mal ici, mais quand même, devenir son propre média, ça permet aussi de s'accomplir et de tracer sa propre voie et d'atteindre ses objectifs un peu plus rapidement, sans avoir à demander la permission ou d'attendre le go, no-go des uns des autres. C'est vrai. Et toi, tu as la parfaite illustration. Merci beaucoup, Marion. Je te souhaite vraiment une bonne réussite dans tous tes projets à venir. Merci à toi. Merci. Salut Marion. Au revoir à tous.